Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Plus ou Moins Geek, le seul magazine culturel qui revient sur 50 ans de culture geek. Alors peut-être que devant votre télévision, vous vous dites non, cette culture ne remonte qu'à quoi, 2 ou 3 ans? Une petite date pour casser ce préjugé, 1892, naissance de J.R.R. Tolkien, à qui on devra Le Seigneur des Anneaux. Justement, j'en profite pour vous présenter mes hobbits à moi, Mademoiselle RL, blogueuse et journaliste, Monsieur Laurent Kessy, romancier et scénariste, Monsieur Sébastien Rassia, réalisateur et auteur, qui travaille en binôme avec Monsieur Frédéric Molas, du Joueur du Grenier, et Monsieur Rurik Salé, journaliste, compositeur de notre générique, et également comédien. Nous retrouverons également François en duplex live depuis chez lui. François. Ah. Et tout de suite, un sommaire. Aujourd'hui, vous découvrirez Alfred Hitchcock présente le dernier épisode de l'Inside de Stéphane, Project Zomboid, André Chéret, le créateur de Rahan, Maurice Tilleux et son Gilles Jourdan, la rubrique Histoire et Nouvelles Technologies, Arjuna, la Magical Girl écolo, une enquête geek sur la Bitlit, le court-métrage Le Sniper et l'incontournable Shopping List. David, c'est à toi. Tout de suite, on va attaquer par le meilleur de la bande et je vous emmène en 1955. Rubrique série télé avec David. Alors 1955, c'est la date de première diffusion d'Alfred Hitchcock présente sur la CBS, et ça passera sur NBC à partir de 1960. C'est la série d'Alfred Hitchcock, il y a quand même 268 épisodes de 26 minutes. Il y aura une seconde série qui s'appellera Alfred Hitchcock Hour, mais ce petit générique va vous rappeler pas mal de choses. Voilà, Alfred Hitchcock qui est dans le générique de début. Le petit dessin que vous voyez, en fait, c'est Hitch lui-même qui l'avait dessiné sur une petite carte de vœux. Il s'était pas mis un 90, 60, 90. Il était, je trouve, assez respectueux finalement de. Et c'est vraiment l'un des rares réals iconiques visuellement, quoi. Ah mais complètement. Musique du français Gounod, qui est la marche funéraire pour marionnettes. C'est pas une musique qui a été créée pour la série, mais par contre aujourd'hui elle est complètement indissociable finalement. T'entends ça tout de suite, tu parles comme ça. Je vais un petit peu revenir sur la création de la série. La série n'a pas été créée par Alfred Hitchcock, elle a été créée par Lou Wasserman. Alors c'était un agent hyper puissant d'Hollywood, c'est un gros producteur également, c'est une sorte de légende. Et un jour il dit tiens, je ferais bien une série d'anthologie avec des histoires policières et un petit twist à la fin. Il va voir Hitchcock, Hitchcock lui dit non, j'ai pas tout envie de faire la télévision. Et finalement, il lui dit, ouais, mais tu peux devenir producteur de la série. Alors là, il lui dit, ok, voilà, Hitchcock, il est un peu comme tout le monde, il prend un petit peu d'argent des fois. Hitchcock, c'est déjà un monstre sacré. 1954, il y avait Fenêtre sur cour. Il y a peut-être d'autres titres que tu peux nous citer. Bah écoute, il y a Transformers qui était pas mal. C'était pas son meilleur, mais très populaire. Ouais, le 2 était mieux, ouais. Alors, les scénaristes étaient meilleurs à l'époque que ceux de Michael Bay. Ça a été le gros travail d'Alfred Hitchcock dessus. Ça a été de réunir en fait des auteurs qui n'ont pas écrit, mais qui avaient pour mission d'aller chercher des nouvelles, notamment dans Mystery Magazine. Parce qu'il y a une revue qui s'appelle Alfred Hitchcock Magazine. Alors, qui est née après. D'accord. Alors ça, c'est vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, après la série, enfin même quasiment à la toute fin de la série, il y a eu ce magazine qui a été créé. Et Hitchcock en avait un peu rien à cirer, il signait un édito en entrée, mais il disait que le gros intérêt, c'était surtout d'avoir un vivier inépuisable de textes pour le futur. Alors Hitchcock en a réalisé 17 des épisodes, des très très bons. Il y en a un avec Vera Miles qui s'appelle Revenge, qui est quasiment l'épisode préféré des fans. Ça n'a pas finalement trop vieilli, mais le problème des twists, c'est que depuis, on a tellement eu de films à chute, à twist, le coupable, c'est pas le coupable de l'inverse. Au jour d'aujourd'hui, il faut le regarder quand même avec les yeux. Il y a pas mal de stars. Il y avait, je crois qu'il y en avait un avec Charles Bronson. T'as Charles Bronson, t'as William Shatner qui venait de Star Trek, t'as Peter Falk de Columbo. Alors, toi, fan de Tim Burton devant ta télévision, sache que dans le remake de 1985, il y a un épisode qui s'appelle The Jar, réalisé par Tim Burton. Voilà. Et la série s'ouvrait toujours avec Alfred Hitchcock qui présentait et qui clôturait les épisodes, mais c'était des versions colorisées. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces versions un peu colorisées qu'on a d'Alfred Hitchcock. Et d'ailleurs, il faut savoir que Hitchcock, comme beaucoup de réals de cette époque, n'écrivait pas les scénarios. En fait, il se contentait de les choisir. Et c'était des romans de gare à l'époque. Il faut savoir que même quand Hitchcock a pris Psychose, par exemple, à l'époque, c'était un roman torchon, quoi. C'est lui qui l'a un peu magnifié. Ah, tu n'es pas d'accord, monsieur le professeur? Non, c'était pas des pulps, c'était des paperbacks, c'était des livres de poche, mais c'est vrai que c'était la littérature populaire. Paperback Writer, c'est ça, c'est auteur de livres. Oui, je crois que tu avais une anecdote par rapport à ça. Oui, l'anecdote, c'est que Jean-Pierre Mocky lui-même dit, qui est un peu le pote de tout le monde si tu l'écoutes, mais il dit qu'il est très pote avec la femme ou la fille de Hitchcock et qu'elle lui a donné, elle l'a autorisé à utiliser des histoires non filmées de Alfred Hitchcock présente pour sa propre série, Mr. Mocky présente. Oui, voilà. Tout à fait.
Et en parlant d'histoire à chute, vous avez suivi pendant 2 épisodes Stéphane, notre chroniqueur jeu de rôle, jeu de plateau dans un GN post-apocalyptique. Va-t-il survivre? Peut-être ne le verrons-nous plus jamais, peut-être il sera mort. La réponse, tout de suite. Plongé au cœur d'un grand événement, voici l'Inside. Retour à Grey Line pour la 3e et dernière partie de ce GN post-apo où une quarantaine de participants se sont glissés dans la peau de survivants répartis en factions. Dans ce jeu de rôle grandeur nature qui s'est tenu sur tout un week-end, chaque joueur tient le rôle d'un personnage fictif et les événements évoluent en fonction des choix et des actions de ces personnages joueurs. Nos reporters sont entrés dans la faction UPS. Dans les épisodes précédents, nous avons assisté à des échanges tendus, découvert les talents de Dr Dalpa, avons assisté à la perte de ses doigts, et oui, à la création d'un super sérum, puis à l'éradication de la faction RIP, qui a donné lieu à un joyeux poutrage, suivi d'un pillage en règle. Je l'ai ouvert tout à l'heure, il y a une espèce de truc de tissu noir à l'intérieur, j'ai aucune idée de ce à quoi ça peut servir, ni de quoi il s'agit. Lorsque nous retrouvons Alpa, la nuit tombe et la faction UPS a rempli presque tous ses objectifs. Ne manque que 4 unités de nourriture. C'est parti pour des négociations nocturnes. On venait pour négocier éventuellement avec Morfessa pour les stocks de bouffe avec l'équipe UPS. Parce qu'il nous manquait un petit peu de vivres. Pour moi, ouais. Ouais, Ça, c'est pour moi, ouais. si on peut négocier avec toi, Ouais. est-ce que tu peux nous faire 4 unités de bouffe pour 6 de métal, plus une douche anti-contamination, plus un défibrillateur? Ah bah bien sûr. Aucun problème. Ouais. Après vérification des produits, l'échange se fait calmement. Enfin approvisionnés, les membres de la caravane UPS quittent discrètement le terrain de jeu. La caravane UPS sort victorieuse avec quelques heures d'avance. Les personnages de la caravane UPS reviendront demain sous forme de PNJ pour pouvoir quand même jouer. Mais officiellement, les joueurs qu'ils incarnaient aujourd'hui se sont bel et bien cassés dans la nuit, discrètement. Le lendemain, débrief avec les orgas dans le camp des PNJ. Je veux que les armes courtes et les pistolets soient devant, que les armes de tir longue portée et les armes d'ast soient derrière. Tous les PJ sont morts et tous les membres de la faction UPS reviennent dans d'autres costumes avec de nouveaux rôles pour une ultime attaque. Qu'est-ce que vous voulez? Commettez-vous! Alpa! Alpa! On va aller leur parler, pas de problème. À C2A, c'est la panique. Seuls les leaders et quelques militaires restent pour faire gagner du temps aux fuyards. Je peux pas les retenir plus longtemps. Jusqu'à 10 en russe à l'envers et après vous y allez. Phase de débriefing, ça continue à l'intérieur de la tente pour les orgas. Et nous, pendant ce temps, on interviewe un petit peu les personnes pour avoir leurs impressions. Sur ce post-apo, on a eu la chance d'avoir une jolie présence féminine. Et donc, on va interviewer 2 participantes pour avoir leurs opinions. Ça ressemblait à ce que j'espérais. Ce qui était vraiment cool, en fait, c'est que vraiment tout le monde était dedans. Du coup, genre, par exemple, la nuit, sortir, quand on dit ouais, il y a des enragés dehors, ça fait vraiment peur. C'est pas juste oh, bon, allez, c'est vraiment des enragés dehors, ok, on se planque, on sort pas. Comment t'en es arrivé à un personnage en costume de souris géante quand même? Alors en fait j'avais fait un gène précédemment où j'avais joué un zombie mexicain et ça m'a suivi ça m'a suivi pas mal de temps et au dernier Grey Line en personnage secondaire vu que mon premier était mort je m'étais dit on va faire un personnage délire et il a tellement eu du succès qu'ils m'ont fait faut que tu reviennes l'année prochaine et du coup il était de retour cette année. Vu que j'étais déjà un peu emblématique de l'année précédente bah, ça m'a évité d'avoir trop d'animosité dès le début. Parce que l'année dernière, dès que j'étais arrivé, je m'étais fait tirer dessus, mais correctement quoi. Alors cette année, ah, il a sauvé! On nous a parlé de toi avant qu'on arrive et on a constaté effectivement que tu étais un des héros de Grey Line. Cet homme a dominé le jeu sans ou presque jamais quitter ce fauteuil, ce qui en soi est une performance.
tes impressions sur la partie? Bah franchement, moi je suis super content parce que les joueurs vraiment formidables, des joueurs très pillards, genre qui ont bien compris le truc de rester neutre à fond, puis en fait après de ramasser tout derrière. Franchement, c'était très très bien parce que c'était vraiment l'esprit caravane et tout que j'ai bien réussi, enfin que apparemment tout le monde avait bien été briefé là-dessus. La grande question est maintenant, serez-vous de l'aventure Grey Line 3 pour reprendre le camp C2A au LOS et faire basculer à nouveau l'histoire de cette région? Engagez-vous les amis, l'aventure n'attend que vous. Voilà, on a une grosse pensée pour Stéphane, donc qui vit maintenant avec 3 doigts seulement, et notre cadreur Camille, qui a vécu qui a halluciné, les mecs, ils payaient les femmes dans les autres groupes, ils les assommaient pour les embarquer, enfin, et lui, le cadreur, il en a pas pu. Ouais. Nous avons montré que ce qu'il est politiquement correct de montrer. Tout de suite, je ne sais pas si eux aussi attrapent des femmes par les cheveux pour les vendre, mais on passe à Fred et Seb. Rubrique jeux vidéo avec Fred et Seb. Ça arrive. Des fois, mais le dimanche seulement. Donc moi, ce coup-ci, je vais parler d'un jeu qui s'appelle Project Zomboid, justement, parce qu'on était dans le post-apo, ben là c'est un peu pareil, puisqu'en fait, Project Zomboid, c'est un jeu donc, dans un monde qui a été envahi par les zombies. En fait, il faut imaginer, un jour, vous vous réveillez dans votre chambre, le monde entier a été envahi par les zombies, vous êtes tout seul, vous ne savez pas même dans la pièce à côté s'il y a quelqu'un. Voilà, c'est parfait. Donc c'est un jeu qui est développé par The Indie Stone, c'est un jeu indépendant qui tourne sur PC, Linux et sur Mac, et on va regarder un petit extrait de suite. Donc vous voyez, en fait, c'est un jeu, voilà, les graphismes, ça paye pas 2000, c'est de la 3D ISO. Donc on se réveille en fait dans une pièce, on ne sait pas où on est. Là, par exemple, on voit, bon, on peut massacrer des zombies. Vous voyez le graphisme. C'est sorti en 2011, hein, c'est ça? Oui, c'est sorti récemment. C'est encore en développement, en fait. Non, ça fonctionne un peu. Oui, non, c'est très récent. C'est un jeu indé. Donc... Ça fonctionne un peu à la Minecraft, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des updates qui sont régulières, qui viennent compléter le jeu. Par exemple, enfin moi, ça fait quelques mois que j'ai pas pu y jouer parce que je manque de temps, mais en fait, il parlait d'ajouter. Parce que tu n'as plus d'ordinateur. Non, si. L'électricité, on m'a dit. C'est ça, ouais, voilà, je vis dans le dénuement le plus total. Le principe de Minecraft, tu disais Voilà, le principe, c'est qu'en fait, tu as des updates qui sont très régulières sur le jeu, qui rajoutent des features. Par exemple, il parlait de mettre un mode multijoueur récemment. Donc voilà, Project Zomboid, c'est un pur sandbox en fait. Bon, il y a un mode histoire, mais là, moi, c'est plutôt la partie sandbox qui m'intéresse. C'est-à-dire, le sandbox, donc, c'est le mode bac à sable. C'est-à-dire, en fait, tu construis ta propre histoire. On te dit pas ce qu'il faut faire, tu vois, on te dit pas, il n'y a pas une histoire qui te dit, voilà, fais ci, fais ça. Tu arrives dans le monde et tu dois survivre. C'est le but de Project Zomboid, tu dois survivre en fait. C'est là où ça ressemble beaucoup à Minecraft. C'est vraiment. C'est exactement ça, sauf que bon, dans Minecraft, c'est quand même un peu facile de survivre. Là, c'est un peu plus dur. Le but, c'est de survivre le plus longtemps possible. Donc, tu dois. Et sans mourir. Sans mourir, voilà. Donc tu crées ton perso. Alors tu peux être pompier, tu peux être bûcheron, tu peux être garde forestier, policier, etc. Même auteur de SF, les fonctions les plus absurdes. Et tu dois gérer tout un tas de trucs. Par exemple, tu dois gérer ta faim, ta soif, ta peur. Par exemple, si tu as des zombies qui tapent à ta porte toute la nuit, ben, ton perso, il aura du mal à dormir. Tu dois manger. Donc tu dois aller... t'introduire dans les bâtiments pour aller récupérer de l'eau, pour aller récupérer de la nourriture, tu peux crafter des armes, tu peux, par exemple, tu vas récupérer une batte et des clous, tu vas fabriquer une batte cloutée, par exemple, tu vois. Crafter des armes. Ça veut fabriquer, c'est l'artisanat en fait. D'accord. J'utilise des termes. Fabriquer. Tu vis au Texas depuis quelques années, au bout d'un moment, tu du vocabulaire. C'est exactement ça. Et sur la durée de vie, parce que quand tu le racontes comme ça, on a l'impression qu'on peut jouer des heures. En fait, on peut. Le but, c'est d'y jouer des heures justement. Et le truc, c'est que moi, je me suis arrêté quand même parce que j'ai trouvé ça très facile. Alors, j'avais un pote qui me disait c'est super dur comme jeu et sans me la péter j'ai trouvé ça assez facile. Donc tu t'appelles un peu là il paraît. Moi je vote, je trouve qu'il se la pète. Ouais. Mais... Non, je vote pour aussi. Ouais. Hein. Et donc voilà, moi en tout cas je conseille ce jeu parce qu'il est vraiment excellent. On s'y amuse bien, c'est vraiment du sandbox donc on fait. Est-ce que ça a marché d'ailleurs? Est-ce que ça a cartonné comme jeu? Ça il est en alpha pour l'instant donc pour l'instant je peux pas. Qu'est-ce qu'un jeu en alpha? En cours de développement, il n'est pas sorti. Qu'est-ce qu'un jeu en cours de développement? Alors chez vous, ah ouais. Alors le jeu, je suis un jeu en alpha. C'est un jeu qui est en phase de développement encore, il n'est pas sorti. Donc c'est pour ça qu'il est en train d'évoluer en permanence. Mais c'est vraiment cool, on s'amuse bien. Et puis moi je conseille à tout le monde d'y jouer pour cette sensation justement, cette sensation de liberté, cette sensation d'isolement. Toi Seb, t'avais l'air de moins aimer, tu me parlais que Minecraft c'était le vrai jeu. Je veux dire, c'est l'aspect créatif de Minecraft qui m'intéresse plus, quoi. Après, Project Zomboid, je veux dire, les zombies, on fait qu'en bouffer en ce moment dans les jeux vidéo. Donc, Ouais, mais là, c'est pas pareil. Je sais, il est un peu différent et tout, mais j'attends de voir une version un peu plus poussée, une version bêta ou même une version finale, quoi, pour passer le jeu complètement. C'est trop facile, ça. Voilà, on verra. Eh bien, écoute, ce qu'on va voir aussi, c'est le sujet qui arrive. Savez-vous que dans l'émission, nous avons donc l'interview carrière, c'est-à-dire qu'on rencontre un pilier, un monument de la culture geek ou affilié à la culture geek. Cette fois-ci, c'est André Chéret. André Chéret, c'est le papa de Rahan. Tout de suite, interview carrière. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Bon sang, mais c'est moi à l'image. Oh, ce corps svelte et musclé, cette crinière virile, ces abdos sans faille. Ah non, on me dit que c'est lui en fait. Rencontre avec André Chéret.
Au créateur de Raon, qui après avoir tâté le métier d'imprimeur ou encore de décorateur de cinéma, fit ses gammes au magazine Vaillant. J'ai commencé à Vaillant quand je suis rentré de l'armée. J'ai rencontré d'ailleurs Roger Lecureux à l'époque. Je l'avais rencontré un petit peu avant de mon service militaire. Quand il m'avait vu, il m'avait sorti 2 planches de Poivet, des pionniers d'Espérance. Il m'a dit, quand tu sauras faire ça, tu n'auras qu'à revenir. Et je suis revenu un peu plus tard. Quelles sont tes influences en BD? Mes influences en BD, c'était surtout Tarzan. Je lisais beaucoup Tarzan quand j'étais petit. J'ai eu aussi Pélos. C'était une femme qui se trimballait dans la jungle. Qu'est-ce que tu t'es interdit sur Raon? Ce que je me suis interdit dans Raon, c'est de le faire vieillir. Il est toujours jeune, il est toujours dynamique. Avec Roger Lecureux, on avait la même mentalité, c'est-à-dire on voulait faire parler de l'homme et puis le faire évoluer, lui faire comprendre que les sorciers et compagnie étaient vraiment néfastes pour les hommes. Comment est née la BD Domino? J'avais demandé à Greg, Michel Greg, qui était à l'époque rédacteur en chef du journal Tintin, et puis je lui avais parlé d'un personnage qui passait à la télévision, qui était Max la Menace. C'était un détective privé qui était un peu idiot, quoi. Et on est parti de cette idée-là. Et puis Greg a eu l'idée de le faire évoluer, lui, au temps de la Régence. C'est-à-dire que là, c'est la cape et l'épée. Alors Domino, il s'est très mal monté à cheval, il sait très mal se battre à l'épée, et puis il y a beaucoup de gags. C'est un dessin réaliste, tout en étant avec des textes humoristiques. Et ça m'a beaucoup amusé. J'avais fait aussi une bande dessinée sur Gavroche. Et j'avais beaucoup aimé ça. Il y avait beaucoup plus de sentiments dedans que ce que mon scénariste me demandait de faire. Il y a eu pas mal d'autres petites bandes dessinées comme ça que j'avais fait. Eh oui, car André a traîné ses crayons sur des terrains plus surprenants les uns que les autres. Q, le secret du judo. Ou encore Chirac dans tous ses états, une œuvre collective. Une BD sur Yannick Noah, parue en 1984 dans le journal de Mickey. Mais revenons à Raon. André, que penses-tu des dessins animés Raon, justement? Dans le premier dessin animé de Raon, c'était bien parce que ils ont vraiment reproduit pratiquement mes dessins en dessin animé. Plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Raon, Raon. Mais là, on vient de ressortir un dessin animé chez Xilam, mais ce dessin animé ne nous convient pas du tout, ni à Jean-François Lecureux, ni à moi, parce que d'abord, Raon est habillé, ils l'ont rajeuni, il est manganisé à mort. Il y a des sorcières qui ont beaucoup plus de pouvoir que Raon en a. Et puis ils oublient de temps en temps de lui mettre son collier, ils oublient de temps en temps de lui mettre son couteau. Il n'y a plus aucune valeur de Raon dedans. As-tu déjà pensé à adapter Raon au cinéma? Ah si. Si, là on est en train d'essayer de négocier avec des producteurs, mais c'est un peu long. Mais ça va venir. Avec Jean-François Lecureux, on va reprendre les choses en main parce qu'on ne veut pas que notre personnage soit dévié de la mentalité qu'il a au départ. Le réalisateur du Pacte des loups, Christophe Gans, avait déjà tenté le coup. Oui, mais il a été un peu trop gourmand et puis il voulait faire un petit peu trop de chabanisme dedans et donc c'est pas du tout le sujet de Raon. As-tu une technique particulière pour dessiner? Il y a des fois, je fais Raon à travers l'œil d'une bête ou même de Raon. C'est une vision que j'ai comme ça. Moi, j'ai jamais fait de cours de dessin, j'ai jamais appris à dessiner, mais c'est cette technique plutôt cinématographique que j'emploie.
Et quels sont tes projets pour l'avenir ? On sort bientôt un beau livre, c'est Soleil, un gros livre aussi en noir et blanc. C'est une volonté de l'éditeur de faire du noir et blanc, pour reprendre un petit peu la mentalité des premiers Rahan qui étaient dans Pif Gadget. Il y a aussi un album qui va sortir en 3D. Bon, alors là, il est en train de se fabriquer. Et puis l'année prochaine, je crois qu'on va faire un album avec Rahan, retourner un petit peu à nos sources, je crois. Rahan, pilier du magazine Pif Gadget pour les plus anciens d'entre vous, n'a donc pas fini de courir en petits shorts, qui, ma foi, me rappellent quelques tentatives personnelles, mais je n'en dirai pas plus. Parole de voix off. André Chéret, qui en plus de donner des réponses très percutantes, et notamment sur Christophe Gans et son adaptation de Rahan, est quelqu'un de plutôt sympa. Oui, ben Rahan, c'est super. On a tous lu ça quand on était petits dans Pif. Et c'est un dessinateur que j'aime beaucoup parce qu'il se rapproche beaucoup de l'école américaine, en fait. Son trait et même le nombre de cases. Tu vois, il mettait pas beaucoup de cases dans ses planches. Un autre qui repart à l'école, c'est monsieur Laurent Kessy. C'est à toi. Rubrique BD et romans avec Laurent. Justement, là, on va parler d'un style très français qui s'appelle La Ligne Claire. On va parler de Gilles Jourdain, un personnage de Maurice Tillieux, qui a été créé dans les années 50 dans le journal de Spirou, et on regarde quelques images. Voilà. Donc tu vois, là, la différence avec du style américain, quoi. Non, il y a Rahan, là. On connaît bien le style. Le style franco-belge, Là, on prend des extrêmes. Moi, je les ai lus parce que mon père était super fan. De Gilles Jourdain. Moi, j'étais très fan de ton père aussi. Donc on voit, ça, c'est de la ligne claire. Alors la ligne claire, c'est que les traits sont fermés, qu'il n'y a pas de hachures partout. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de hachures, que des simples traits et pas de couleurs. Il n'y a pas d'effet d'ombre ou de lumière. Chaque fois, c'est un couleur à plat. Voilà. Pour le coup, c'est un mot vraiment bien choisi, la ligne claire. Je trouve que ça colle parfaitement à ce style. Mais est-ce que toutes les BD belges sont lignes claires? Non, pas toutes, mais alors les archétypes, c'est Hergé, Edgar P. Jacobs. Voilà, ça, c'est de la ligne claire. Et Dupuis, non? Dupuis, ben oui, c'est Spirou, Dupuis. C'est l'éditeur de Spirou. C'est con. C'est pour moi, Dupuis, c'est Gaston, alors que oui, Gaston, c'est Spirou aussi. Je te donne le gonzo de la honte de cette phrase. Voilà. Tu as le gonzo de la honte. Tillieux, il est fan de Hergé, il est fan de Franquin. Et il bosse pour une revue dans les années 50 qui s'appelle Heroic Album. Et il y a des transferts. Franquin, il part de chez Spirou, il va chez Tintin. Dans le foot, quoi. Ouais, exactement. C'est Zlatan qui va au PSG. Et du coup, il manque de la place chez Spirou. Et le boss de Spirou demande à Tillieux de venir remplacer Franquin. Et donc, Tillieux, qui fait un personnage qui s'appelle Félix chez Heroic Album, dit je vais faire Félix chez vous. Non, mon gars, tu vas pas faire Félix, on veut du nouveau. Donc, il se dit attends. Il lui dit Félix le chat. Ouais. Il dit je vais pas recréer un nouveau perso, je vais prendre Félix, je vais changer un peu son visage, je vais lui adjoindre d'autres personnages. Mais c'est un peu une escroc. Enfin, c'est moyen, quoi, on va dire. C'est moyen. C'est l'homme de l'idée unique. Voilà, il a créé Gilles Jourdain sur la base de Félix. Après, il a même repris des histoires qu'il avait déjà fait dans Félix en changeant juste des cases et tout. C'était le business, quoi. Je l'aime bien, ce gars. Et donc, fait penser à certains chroniqueurs autour de cette table. Des filous, tu veux dire? Donc c'est un filou qui, en 56, arrive chez Spirou avec Gilles Jourdain. Et Gilles Jourdain, c'est du polar. Il invente le polar moderne en faisant Gilles Jourdain. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de récitatif comme il y en a pléthore chez Edgar P. Jacobs, par exemple. Oui, c'est les fameuses petites vignettes genre « il ouvre la porte ». Voilà. Et là, on voit Blake qui ouvre la porte. Tu vois, c'est la bonne redite. Donc lui, c'est le dialogue avant tout. Ça se rapproche un peu du cinéma, plus que... Voilà, parce qu'avant, c'était plus théâtral, la BD. Là, les actions se suivent un peu comme du cinéma. Et il a des acolytes, Gilles Jourdain? Et il a Queue de Cerise, sa jeune et jolie assistante. Tout un programme, faut-elle encore qu'elle le tienne. Queue de Cerise et ses abricots. Et Libellule qui est un cambrioleur qui l'aide. Tu peux donner le gonzo de la honte à Rurik, s'il te plaît? Merci. Je te dis, il va te revenir avant la fin de l'émission, tu vas voir. Et alors Tillieux, ce qu'il est très fort pour faire, c'est des cases de ville. Il arrive à composer des cases dans la ville vraiment magnifiques. Mais c'était un dingue aussi d'automobile, je crois. C'est un dingue d'automobile, il adore les dessiner. Il adore dessiner des accidents de voiture. Et il est mort dans un accident de voiture. Et bah voilà. Il fera les pieds, j'ai envie de dire. C'est quoi le ton vraiment de la BD? C'est quoi? C'est assez mature. C'est du polar, ouais, c'est assez mature. Enfin, c'est assez mature. C'est quand même destiné aux enfants, tu vois. Il n'y a pas de décapitation comme dans votre jeu, là. Mais. Comme dans votre jeu, là. Dans votre jeu de merde. Moi, je parle du grand art. Ce mépris, quoi. Non. C'est des enquêtes policières avec un peu d'humour. Libellule, qui est le personnage comique de la bande, qui fait toujours des jeux de mots un peu foireux. Ce mec me souffle une question. Est-ce que tu crois que les lecteurs d'aujourd'hui
série vont. Ils kifferaient à mort. Oui, non. C'est un peu vieilli, mais c'est, tu vois, le genre d'histoire qui te prend parce que c'est une enquête voilà, t'es emporté dans l'histoire. Donc ça marche encore. Alors, par exemple, tu vois, aujourd'hui, parmi nos jeunes téléspectateurs qui n'ont pas intérêt à zapper, sinon ils iront au coin. Mais par exemple, quel BD ils pourraient aimer aujourd'hui et sur lequel tu pourrais faire un rapprochement avec Gilles Jourdan en leur disant si tu aimes ça, tu aimeras forcément. Eh ben, il y a Léo Loden, par exemple, d'Arleston et de Carrière, qui est modelé, qui est leur hommage à Gilles Jourdan. Tilieu, malheureusement, qui sera mort avant de l'avoir pu découvrir la bitlite. C'est le sujet qui arrive. Alors, c'est notre nouvelle enquête, la bitlite, la littérature de vampires. Et vous allez voir, Robert Pattinson, je l'ai bien prononcé, n'est pas super apprécié. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Aujourd'hui, les amis, l'enquête geek va montrer les crocs, vous faisant plonger dans une lecture 100% décomplexée. J'ai encore plein de jeux de mots pourris, mais je vais vous les épargner. Bienvenue dans la bitlite. 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 Mais qu'est-ce que c'est que la bitlite? C'est un terme qui a été inventé par une maison d'édition, un éditeur. Donc, l'urban fantasy, sont les anglo-saxons qui ont inventé ce genre littéraire. Mais c'est vrai qu'on dit aussi bitlite, qui est le terme plus utilisé en France, en fait, qui, je pense, est peut-être plus effectivement parlant, puisque ça vient effectivement ça veut dire vraiment littérature de mordu, quoi. C'est simplement de la littérature pour filles, avec des créatures surnaturelles comme les vampires, les loups-garous, enfin tout ce qui mord, quoi. La bitlite, c'est certes un genre littéraire, en tout cas c'est le nom que nous avons voulu donner chez Milady à ce genre littéraire, mais c'est aussi évidemment les séries télé, le cinéma. La bitlite, ça recoupe beaucoup de choses, c'est-à-dire la paranormal romance, l'urban fantasy, etc. Il n'y a pas que des vampires. On a d'autres créatures qui arrivent. C'est vrai maintenant on connaît, on a les anges, mais il ne faut pas oublier aussi les zombies. Voilà, il y a tout un bestiaire. Un bestiaire en pleine expansion, puisqu'aux États-Unis, les meilleures ventes s'écoulent à 500 000 exemplaires. Les Françaises commencent à arriver à 80 000. Et ce n'est pas pour me déplaire, ces sorcières sexy, ces loups-garous poilus. On s'est lancé dans la bitlite quand on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose aux États-Unis. Et on s'est aperçu à peu près au milieu des années 2000 qu'il y avait cette tendance très forte aux États-Unis qui mêlait globalement pas mal d'influences, en particulier celle de la série télé Buffy. Mais quel est le profil des lecteurs? Le profil des lecteurs de bitlite, il est très majoritairement féminin, ça c'est sûr. C'est difficile de donner un chiffre, mais on est facilement à 90%. Parce que la bitlite, c'est un genre écrit par les femmes, lu par les femmes et dont les protagonistes sont des femmes. Ça plaît pas mal aux hommes aussi. Je pense que le côté un petit peu érotique et tout ça qu'il y a dedans doit aider un peu à ce que les hommes aiment ce genre de littérature. C'est mon frère, étonnamment, qui m'a offert les premiers livres. Il m'a dit, écoute, lis ça, ça va beaucoup t'amuser. Effectivement, quand j'en ai lu, je me suis beaucoup amusée. C'est très léger, très facile à lire. C'est pas de la grande littérature, mais c'est très agréable. Ce sont des bons moments de détente. Être considéré comme roman de gare, techniquement non, mais c'est sûr que c'est pas une littérature prise de tête. Vous avez une héroïne, il y a une enquête, il y a du sexe, il y a... Voilà. C'est un roman qu'on prend et qu'on lit parce que voilà, c'est pour s'évader, c'est pour se changer les idées. Pour moi, c'est une littérature populaire, mais littérature populaire, ça n'a jamais été une insulte, bien au contraire. La bitlite, c'est une littérature sans prise de tête, digne héritière des romans de gare. Un genre en pleine expansion qui s'affiche dans tous les rayons des librairies. À la base, c'est plus des héroïnes. Soit elles sont elles-mêmes des êtres surnaturels, soit elles vont se battre contre ou tomber amoureuses, voilà. C'est un petit peu toujours la même trame. Moi, je voulais une héroïne qui ne se pose pas de questions, une héroïne qui soit justement pure et dure et violente, sans remords, sans état d'âme, et qui, elle, au contraire, apprennent l'humanité petit à petit en vivant parmi les humains. Quand je lisais l'urban fantasy, je me disais pourquoi elle se pose autant de questions? De toute façon, il n'y a pas le choix. Voilà, elle n'était pas assez pragmatique. Les héroïnes n'étaient pas assez pragmatiques. Et moi, j'avais envie d'avoir quelqu'un de différent, une héroïne un peu différente. Rebecca Keane, déjà 3 volumes à succès avec Traqué, Pacte de sang, Potion macabre et plein d'autres devraient suivre. Quelles sont les œuvres idéales pour celui ou celle qui voudrait se plonger dans la nouvelle littérature? Moi, ce que je conseille, et ce que j'ai déjà conseillé à plusieurs amis, les classiques du genre, on a effectivement un auteur comme Laurel K. Hamilton, avec Mary Gentry ou Anita Blake. Anita Blake, je pense.
Je reste là-dessus. Comme dit, c'est elle qui m'a fait découvrir la Bitly. Et puis, ouais, je trouve que ça correspond vraiment bien au genre. On a aussi la communauté du Sud, qui est peut-être plus... C'est vrai que plus accessible pour les novices, parce que c'est une écriture assez accrocheur. On peut aussi lire Rebecca King, qui est le premier succès français de Beatlit. C'est vrai que c'est intéressant de voir comment une Française s'est emparée finalement des codes du genre. Les personnes qui ont vraiment créé l'urban fantasy, c'est Laurel K. Hamilton et Kim Harrison, à peu près à la même époque aux États-Unis. Elles ont défini les bases. Et tous les auteurs qui ont travaillé par la suite l'urban fantasy se sont fixés sur leur base à elles. Patricia Briggs, J.R. Ward, Janine Frost, c'est des tirages qui flirtent assez facilement avec les 20 000 exemplaires. On peut gager que les auteurs de Beatlit francophones vont être de plus en plus nombreuses et de plus en plus présentes et de mieux en mieux représentées par l'édition. L'urban fantasy commence à acquérir ses lettres de noblesse. On va envahir les Américains, j'espère. Je croise les doigts incessamment sous peu. Car les discussions sont bien entamées pour voir Rebecca King traduite au pays de l'oncle Sam. Laurent, tu dois bien nous signer quelques titres de Beatlit. Ouais, il faut que je me trouve un pseudo anglais en fait, il faut que je cherche quoi. Mais Rurik va m'aider, je pense. Mais ce qui est assez étonnant, c'est ça, c'est un énorme carton dans les rayonnages. D'ailleurs, quand vous allez dans vos petits supermarchés, vous allez voir maintenant, il y a des rayons entiers de littérature avec des les couves que ça d'ailleurs. Les couves se ressemblent toutes, c'est une catastrophe. C'est une stratégie éditoriale de vouloir en mettre le plus possible. Allez, on passe à autre chose, les extraterrestres. On va passer, voilà, parce que nous on est un peu fous. Les extraterrestres dans la rubrique Histoire et Nouvelles Technologies avec Baptiste et Nico qui vont tout vous dire sur ce phénomène. Rubrique Histoire et Nouvelles Technologies avec Baptiste et Nico. Bonjour patron, on bosse sur quoi aujourd'hui comme sujet? Contact avec les extraterrestres. C'est parti. Alors je sais pas pour toi Baptiste, mais ce sujet a été beaucoup plus facile que certains. Le contact avec les extraterrestres, j'ai l'impression que c'est un sujet vu et revu. Donc moi je vais commencer par le commencement de l'histoire. 1947, nous sommes dans le Nouveau-Mexique, dans la petite ville de Roswell, et un fameux soir, dans le champ de McBrazel, un objet qui s'apparente à une soucoupe volante va s'écraser dans son champ. Ce qu'il se passe à ce moment-là, c'est que Marc Brazel alerte les journaux locaux ainsi que la division militaire la plus proche, qui est la 509e unité de bombardement atomique de Roswell, la seule base aux États-Unis qui dispose de la bombe atomique, et fait venir un de ses généraux. Moi, je posais la question, comment les personnes aussi haut gradées de cette unité ont pu confondre une soucoupe volante avec un ballon-sonde, qui est l'explication officielle de l'armée américaine. Moi, patron, dans mes recherches d'un point de vue scientifique, je vais vous parler de grands projets qui permettent de sonder l'espace. Et notamment parler du projet SETI, ou plus communément appelé Grandes Oreilles. Moi, ce que je trouve sympa dans ce projet, même s'il date de 1960, c'est que depuis 1999, il existe un petit logiciel qui s'appelle SETI Atom, que tout un chacun peut installer chez soi, en tant que calculateur faisant partie du grand réseau de traitement de l'information des radiotélescopes du projet. Et j'irais même jusqu'à dire, pour continuer sur le traitement de l'information, qu'il existe un grand projet satellitaire de radiotélescope gigantesque, le plus grand du monde, qui s'appelle SKA, et qui est aujourd'hui en construction entre l'Australie et l'Afrique du Sud. Imaginez la quantité d'informations et la taille du système. Ce projet est en train de se construire. Il permettrait de voir l'univers primordial à 13,7 milliards d'années-lumière et d'en entendre les échos. Alors les petits hommes mères, s'ils veulent communiquer avec nous, on est prêt à les recevoir. En 1996, au Brésil, à Varginha, une soucoupe volante, un OVNI, objet volant non identifié, s'écrase au Brésil. Que s'est-il passé à Varginha? En tout cas, aujourd'hui, l'Amérique du Sud est le seul continent à l'unanimité à reconnaître officiellement l'existence des OVNI. Et moi, je suis persuadé qu'avec les recherches que j'ai faites, que les extraterrestres, le contact extraterrestre, il faut le regarder sur notre planète et pas là-haut. Pourquoi? Parce que ça revient au même principe que d'aller chercher une aiguille dans une botte de foin que de regarder dans la galaxie. Pour conclure, je me suis dit qu'il fallait que je trouve encore une personnalité, un homme qui représente ce qu'est la vraie recherche
sur les extraterrestres. Cet homme a travaillé à la collaboration du film de Steven Spielberg, le fameux film Rencontre du troisième type. Cet homme s'appelle Alan Hynek. Je suis tombé un petit peu amoureux de ce personnage en faisant ces recherches. Je trouve que c'est un homme très carré qui a connu les deux côtés. C'est-à-dire qu'à la base, il a été embauché par l'US Air Force, par le gouvernement américain, pour détruire tous les témoignages d'OVNI sans exception. Et après plusieurs années de travail avec eux, il s'est rendu compte qu'une réalité physique existait derrière ce phénomène. Aujourd'hui, Alan Hynek est probablement la personne la plus respectée. Il est décédé malheureusement. Il nous a laissé beaucoup de choses et démontre encore une fois que les extraterrestres, il faut les rechercher sur la Terre, boss, pas dans l'espace. Et pour conclure, patron, je vais vous proposer une petite expérience que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Vous pouvez utiliser une boîte de conserve pour sonder le bruit de fond cosmologique et l'analyser directement à partir du projet SETI Atom. C'est une expérience intéressante qui vous permettra par vous-même de déterminer si vous recevez des signaux de provenance extraterrestre. C'est vraiment intéressant toutes ces recherches parce que entre la technique de Baptiste, les recherches et les témoignages et les personnalités qui ont travaillé sur le sujet que j'ai pu ramener sur notre enquête, on a vraiment l'impression que le sujet contact avec les extraterrestres est peut-être le dossier le plus complet de ce XXe siècle. En conclusion, nous espérons que ces informations seront utiles à l'organisation. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui croient réellement à l'existence des extraterrestres? Ouais, moi j'y crois, c'est forcé. Moi je pense que la théorie de base, c'est qu'on ne peut pas dire que ça n'existe pas. On peut pas dire ça, c'est pas possible. Non, c'est forcé qu'il y en ait, vu le nombre de planètes habitables qu'il y a. Après, qu'il y en ait chez nous, à mon avis, non. Mais je crois que Fred n'est pas d'accord. En fait, moi il y avait une théorie, je sais plus comment elle s'appelle, qui dit que s'ils existent, ou ils ont le même niveau technologique que nous, ou ils sont déjà venus. Parce qu'en fait, quand on voit les progrès que l'humanité a fait en même pas 60 ans, tu te dis que si jamais il y avait une race qui avait des milliers d'années d'avance technologique, ça fait longtemps qu'ils nous auraient envahis, qu'en fait. Donc, mais ça n'empêche pas qu'ils existent, peut-être. Ils n'ont peut-être pas besoin de technologie aussi. Et peut-être qu'ils regardent la rubrique d'RL. RL, c'est à toi. Rubrique culture japonaise avec RL. Donc cette fois-ci, en fait, je vais vous parler d'une Magical Girl écolo. Alors, est-ce que je peux dire que c'est Eva Jolie avec des pouvoirs? Non, par contre, c'est une call règle girl. numéro 1 des Magical Girls, est-ce qu'elle a une grosse merde en plastique rose qui sert à en fait, c'est tout kawaii aussi, un petit ni l'un ni l'autre. En fait, c'est pour rigoler. C'est plus ou moins classé dans les Magical Girl, mais pas tout à fait. Donc le plus simple, c'est de regarder un petit bout. C'est Arjuna. Alors. Ah, vous voyez presque ça. Et hop, ça. Voilà, donc en fait, c'est l'histoire de Juna, qui est une lycéenne, et elle a un accident de moto. Et en fait, on lui donne une deuxième vie en échange de devenir l'avatar du temps, c'est-à-dire que grâce à ça, elle va pouvoir sauver la planète. C'est pour ça qu'elle montre des donuts à des gens. Non, pas donuts. Le cholestérol, mon pire ennemi. En fait, ça va aborder pas mal de sujets sur la technologie. Elle meurt dès le début, en fait. Ah, d'accord, ok. Donc c'est une série de 2001 qui a été réalisée par Kawamori Shoji. Donc c'est celui qui a créé aussi Macross. Donc Robotech, qui a créé aussi Escaflowne, Sosei no Aquarion, enfin beaucoup de trucs de méca en fait. Et méca, on rappelle, c'est un robot avec les robots. Quelqu'un de. Et en fait, sur les séries de Macross, il a tellement travaillé, il en pouvait plus, il avait besoin de faire un break. Et il a eu l'idée de cette série qui était plus orientée sur l'écologie, les problèmes d'environnement, etc. Il avait besoin de faire quelque chose pour se ressourcer en fait. Pour ça, il s'est intéressé en fait à une épopée sanskrite indienne. Enfin, ah oui, mais carrément, c'est ce que je disais, la musique. T'as vu la musique? Ouais, la musique, elle joue énormément aussi. Donc en fait, alors c'est le Mahabharata, j'espère que je le dis bien, où il y a un personnage qui s'appelle Arjuna justement, le blanc le pur, et il est très très fort. C'est un guerrier qui maîtrise toutes les armes du monde, notamment en particulier le tir à l'arc, et c'est pour ça que l'arme de Juna en fait, c'est l'arc. Le mec qui maîtrise toutes les armes du monde et il utilise un arc. C'est compliqué. Il va combattre en fait. Au départ, il avait une fléchette. Il va combattre ses amis. En fait, l'idée est là. C'est-à-dire qu'en fait, nos amis, c'est la technologie, c'est le progrès. Donc, c'est tout ce qui est industriel et tout ça, mais c'est aussi notre ennemi. Donc, c'est ce qui pollue la planète. C'est une série écologique avec un mec qui se bat. Non, une nana. Une nana qui se bat en fait. La pollution. C'est un garçon ou c'est une fille? C'est une fille, Arjuna dans l'histoire. D'accord, ok. Et en fait, la pollution et tous les déchets toxiques qu'on produit, etc., sont présentés par des rajas, donc c'est pareil, tiré de la mythologie. Elle veut les combattre, mais en même temps, ils sont là pour une raison. Et c'est peut-être aussi une façon d'épurer un petit peu. Donc du coup, elle sait jamais trop si elle doit les battre. Dans Hellboy 2 avec le monstre plante là, où il dit si jamais je le tue. C'est le dernier de son espèce. Jay, c'est conquérant de la lumière avec des monstres plantes. C'est vrai. Et donc en fait, on voit des trucs assez marquants.
il y a un épisode où, par exemple, elle est lâchée dans la nature et elle est tellement pas en phase avec la nature, comme nous, qu'elle sait même pas quoi trouver à manger elle-même. Et donc, elle s'intoxique toute seule et tout. Bah non, mais c'est vrai, en fait, on se rend compte qu'on sait pas du tout si on se retrouve en rade, on sait pas du tout en forêt, on cherche direct un McDo, nous, tu vois. Voilà, c'est ça. On sait où les trouver. Et donc, la musique c'est surtout pour que les gens ne retrouvent pas le corps que j'ai enterré. La musique, d'ailleurs. t'en parlais tout à l'heure, en fait, c'est pas mal inspiré par les chants bulgares, les comptines pour enfants. En fait, c'est un petit peu dans Ghost in the Shell, on retrouve cette influence-là, c'est normal. Yoko Kanno, qui a travaillé sur les Ghost in the Shell, Synonym Complex, en fait, c'est elle qui a fait l'OST avec c'est son chanteuse préférée, Maya Sakamoto. L'OST qui est la bande originale. Original soundtrack. Oui, voilà, et donc c'est elle aussi qui a fait les musiques sur Escaflowne, sur Cowboy Bebop. Donc du coup, manga, animé... Non, c'est une création originale, donc elle existe qu'en anime en fait. D'accord. Voilà, 12 épisodes, c'est une série assez courte. 12. Non mais c'est vrai, c'est pas très fréquent généralement, il y a plein de produits dérivés, et là c'est vraiment une intention du créateur de faire quelque chose d'unique comme ça. Il n'y a jamais d'animés qui sont adaptés après en manga ? Si, ça arrive, mais là ça n'a pas été le cas. Et pourquoi ? Parce que ça fait pas très Magical Girl quand même. Non, c'est très pas. En rose et fait, tout, elle se transforme, elle a un arc qui lui donne du pouvoir, etc. Donc certains l'assimilent au Magical Girl, mais en fait, c'est. On est loin des standards, C'est un peu pour du Magical Girl pour adultes, quoi. C'est ça ? Non, en fait, moi je trouve que c'est une série qui est très bien pour les enfants, pour les sensibiliser aux problèmes d'environnement, etc. Parce qu'en plus, c'est pas moralisateur. Et pour les armes. Bien sûr, un bon enfant est un enfant qui a une Kalachnikov, messieurs dames. Il faut vendre des armes, tout à fait. Écoute, la transition est toute trouvée justement en matière d'armes. Il nous a envoyé un petit mail sur le compte Facebook et Twitter de l'émission pour nous proposer son court-métrage dans l'émission et on l'a sélectionné, il est dans les talents web. Vous allez découvrir Le Sniper, un court-métrage de Johan Garel. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Aujourd'hui, on va parler du court-métrage Le Sniper. Et première mondiale, je vais lancer le sujet par la force de la pensée. Attention, c'est impressionnant. Musique angoissante, écriture high-tech, pas de doute. Nous vous emmenons à la rencontre d'un nouveau talent repéré sur le web. Un réalisateur hyper prometteur, Johan Garel, et son court-métrage Le Sniper. Comment as-tu commencé ? J'ai commencé par une espèce de bande-annonce pour un jeu vidéo qui s'appelait le Horde. Et c'était ma première réalisation que j'ai co-réalisée avec un ami. Voilà, et ensuite j'ai travaillé dans la publicité, j'ai fait des making-of, et ensuite j'ai fait Le Sniper. Quel a été le procédé créatif ? Le procédé créatif du court-métrage, c'était la musique. C'est-à-dire que les phases musicales correspondent à des phases de l'histoire. Combien de temps a nécessité le projet ? En tout, c'était une enveloppe de 3 mois. Sachant que le tournage, c'est une journée. Le plus compliqué, je crois que c'est vraiment toute la partie pré-production, trouver les gens, les convaincre de travailler avec moi sans les payer, évidemment, parce que c'est un court-métrage. Et l'écriture, ça doit être quelque chose comme 2 semaines, pas plus. D'où vient l'équipe technique, Johan ? Quasiment l'ensemble de l'équipe technique, y compris comédiens, j'ai pu les trouver sur Internet. Je cherchais un homme d'une 50aine d'années avec une vraie gueule, et donc je regardais, voilà, je sais pas, peut-être 20 pages de 50 photos, et j'ai vu cette tête-là, la tête du sniper, et c'est l'unique personne que j'ai contactée. Quels sont tes coups de cœur, ceux qui t'ont inspiré ? Alors, les derniers films qui m'ont marqué, j'ai découvert Thirst de Park Chan-wook, que j'ai trouvé absolument, dans la forme déjà, très esthétique, très magnifique. Dans le fond, c'est une espèce de relecture de Thérèse Raquin d'Émile Zola, une histoire de vampire complètement hallucinant que j'ai trouvé génial, donc Thirst. Un film pour moi qui est une référence, que je regarde quotidiennement, c'est La liste de Schindler de Spielberg, que je trouve très esthétique encore une fois et scénaristiquement très bien construit. Et la dernière grosse claque pour moi, ça a été Mélancolia de Lars von Trier, que j'ai trouvé encore une fois magnifique.
Qu'est-ce qui a changé depuis le Sniper? Le Sniper m'a permis de travailler aujourd'hui avec une boîte de production de publicité qui s'appelle Vanda. Et donc, l'idée aussi du court-métrage, c'était de faire une sorte de carte de visite. L'idée, c'était de montrer un peu ce que je sais faire pour après pouvoir travailler dans le milieu. Et quels sont tes projets à venir? À titre perso, les prochaines envies de réal, ça va être un prochain court-métrage dont je compose aussi la musique. Et la musique qui est déjà composée en fait avant même l'écriture. J'ai commencé par composer la musique et ensuite j'ai commencé à écrire. C'est toujours dans la même idée de procédé créatif. Un conseil pour un jeune réalisateur? Non, pas moi. Non, je ne suis qu'une voix off. Alors un conseil pour quelqu'un qui veut réaliser un court-métrage, je pense que l'idée doit être simple. L'idée doit être simple et pas demander trop de moyens. Mais pourquoi un film de 3 minutes seulement? 3 minutes 15, c'était le temps de la musique, avec une exposition, un développement et le final, qui est l'espèce de retournement de situation, le twist, qui doit surprendre. Eh oui, un twist fort, une patte d'enfer pour un court-métrage qui affiche déjà pas mal de sélections. Johan, un réalisateur qui vise dans le mille. Et un grand merci donc à Johan qui nous a contactés et qui s'est retrouvé dans Plus ou moins Geek. Alors peut-être que vous pouvez aussi envoyer vos infos à Franck qui tient la shopping list. Qu'a-t-il sélectionné pour vous? Où allez-vous claquer votre argent? Tout de suite la réponse en images. Tout de suite, la shopping list. Je me suis toujours demandé ce que ça faisait de tamponner 2 tampons ensemble. On va tester. Le monde n'est pas prêt. Et on commence tout de suite par les jeux vidéo. Vous voulez du fight et de la grosse poitrine? Je l'ai déjà fait cette blague. Ouais, bref. Eh bien, vous pouvez jouer à W13. C'est avec toutes les stars de la WWE. Et moi, j'aime bien incarner John Cena parce qu'il est trop beau. Il est trop fort. On va faire une passe rapide sur quelques polars que vous pourrez regarder à la maison. Si vous aimez l'action et la drogue, il y aura pour vous The King of New York, avec des stars connues comme par exemple Christopher Walken ou encore David Caruso. Laurent Kessy vous conseille Le Petit Guide à trimballer de Philippe Cadic. C'est une biographie écrite par Laurent Barillier et il vous propose de découvrir ou redécouvrir ce personnage important de la science-fiction. Chez Vendeuse, vous avez Enchaîné. C'est l'histoire de 4 personnes qui doivent s'entretuer pour avoir une grosse somme d'argent. En tout cas, moi, si on me donnait plein de thunes, je tuerais personne. Même s'il fallait mourir d'amour enchaîné. Excusez-moi, on m'a tendu une perche. Non. Alexis Orsini vous présente Naoki Urasawa. C'est l'auteur à succès japonais qui a notamment créé Monster ou encore 20th Century Boys. Et c'est aux bibliothèques des miroirs. Et c'est à lire absolument. Voici une petite sélection jeunesse. Chez Bambou, vous pourrez retrouver les Sisters avec des Besta et des Duckface. Ouais! Ou alors sinon, si vous n'êtes pas fan de ça, il y aura de l'humour préhistorique avec les dinosaures. Joël Houssin a écrit Loco, c'est un roman noir, et par noir je n'entends pas la couleur de la couverture, bien évidemment, et c'est un récit ultra violent, donc pour les amateurs de frissons, c'est fait pour vous. Vous pourrez lire Wolverine, c'est écrit, dessiné et mis en couleur par Barry Windsor-Smith, un monsieur qui fait tellement bien ce travail que ça en devient renversant. Plongez dans l'univers de Stephen Wool avec New York EOMS. C'est des couvertures vintage de Ankama, c'est super classe, et c'est de la pure SF écrit par un ancien chirurgien dentiste. Si, c'est vrai. Hein. Robot Apocalypse, c'est chez Fleuve Noir, c'est une révolution de la robotique. Donc smartphone, GPS ou même jouets pour enfants se révoltent contre les humains. Je l'ai toujours dit, on est allé trop loin. Salut. Alien, c'est un mélange entre science-fiction et heroic fantasy. J'ai surtout eu un gros coup de cœur pour le style graphique de Ludo Lulabi qui a aussi dessiné Land First Quest ou encore World of Warcraft chez Marvel USA. Il est cool ce gars. Milady publie souvent des romans basés sur des jeux vidéo. Comme là, par exemple, c'est Darksider, ou encore sur des séries, comme par exemple Buffy contre les vampires, avec des récits pour la plupart du temps inédits. Butcher Baker, c'est le plus bel ovni jamais vu dans le monde. Un scénar complètement barré, des couleurs folles, avec un style graphique qui parle de tous les sens, qui nous arrive comme ça dans les yeux, blabla. C'est pire qu'un coup de cœur, c'est un retournement de cerveau. On va faire une passe rapide sur les BD qui sortent chez Glénat. Il y a d'abord New Being, c'est de la science-fiction avec un peu du chronique dedans. Bowen, c'est plus pour les personnes qui aiment les combats d'avion et les histoires mystérieusement cheloues.
Et si vous avez une âme d'aventurier, vous pourrez lire Fawcett ou Fawcett, je sais pas du tout comment ça se prononce. 7 a édité en DVD Blu-ray Ronald le Barbare. C'est un film d'animation en 3D sur un barbare loser qui va essayer de sauver son clan. En plus, il y a la voix de Kev Adams. Laisse-moi pénétrer ton aura. Quoi? Et voilà, la shopping list c'est terminé. Vous pouvez toujours m'envoyer vos coups de cœur à cette adresse. Et juste avant de retrouver l'équipe de Plus ou Moins Geek, je vous propose de faire un test et de brancher 2 prolongateurs ensemble pour voir ce que ça fait. Attention, c'est parti. Voilà, l'émission touche à sa fin. Il est temps de voter, les amis. Vous rappelez qu'il faut donner un petit plus au chroniqueur qui vous a donné le plus envie de jeter un œil, de découvrir, d'acheter ce dont il a parlé. RL? Gilles Jourdan, quand même, le coup de cœur. Ouais. Et pour son Oui. papa. Oh, c'est mignon, c'est kawaii. C'est une histoire de famille. Moi, je vote pour Ulrich. Ah non, il a rien fait. J'ai bien aimé le truc écolo. C'est mon côté José Bové, je crois. Seb, toi qui es un sosie de José Bové, rappelons-le. Exactement, ouais, c'est dans les cheveux. Moi j'ai adoré la série Magical Girl, et avec tout ce qu'on s'est bouffé avec Fred sur les vieilles Magical Girl, j'ai envie de découvrir celle-là. Mais c'est pas trop Je l'ai pas vu dans ma collection. C'est bien. Fred? Bon, je vais voter pour le truc japonais de merde. C'est bon, ça. Il faut choisir vos conneries. Rurik, ton choix? Moi, j'aurais bien choisi ta série, mais je la connais un peu, mais j'adore Alfred Hitchcock Présent, donc j'aurais tendance à voter pour ça. Vote, mais s'il te plaît, vote. Sinon, j'aurais voté pour le jeu que je ne connais pas, qui m'intrigue un peu, là, le jeu choisi. Allez, entre Alfred et les zombies, j'ai envie de dire. Allez. Et moi, ça sera aussi sur vous, puisque les petits zombies, moi, j'aime bien. J'ai envie de survivre dans un monde de zombies. J'attends qu'une chose, c'est qu'un jour, vous tapiez à ma porte en faisant je crappe et me bouffer. Alors, si vous avez envie de vous retrouver dans un monde de zombies, ou si vous avez plein de choses à dire sur l'émission, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a Geekbook, il y a Geekter, il y a l'appli Geek, il y a le site internet, il y a le forum aussi sur lequel vous pouvez intervenir, vous pouvez parler de plein de choses. Avant de se quitter, juste 2 choses. Rappelez-vous, il n'y a absolument aucun âge pour se revendiquer geek, et un bon geek est un geek curieux. Bye bye.